Je m'appelle Ardonovan et je venais d'avoir 27 ans quand mon monde a explosé. La notification est arrivée à 7h14 du matin. 2,5 millions de dollars avaient disparu de mon compte pendant la nuit. Mes parents l'avaient enfin fait. Après des années de manipulation et de favoritisme envers ma sœur, ils avaient franchi la ligne ultime. Le pire, c'est qu'ils pensaient avoir gagné. Ce qu'ils n'ont jamais réalisé, c'est que je me préparais à cette trahison depuis des années. Leur casse parfait consistait en fait à tomber droit dans mon piège parfait. Avant de nous plonger dans cette histoire folle, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner. Si vous avez déjà eu à déjouer des membres de votre famille toxique, croyez-moi, vous voudrez voir comment cela se termine. Ayant grandi à Brooklyn, juste à l'extérieur de Boston, mon enfance avait l'air parfaite de l'extérieur. Notre maison de style colonial dans un quartier chic, un garage pour 2 voitures et des voyages d'été annuels à Cape Cod créaient l'illusion de la famille américaine idéale. Mon père, Gerald, était un banquier d'affaires prospère qui ne laissait jamais personne oublier son pédigré de l'Ivy League. Ma mère, Patricia, travaillait comme agent immobilier pour des propriétés de luxe, maintenant son apparence soignée et ses relations sociales avec une précision militaire. Puis il y avait ma sœur Sarah, de 3 ans ma cadette et traitée comme une princesse dès le premier jour. Cheveux dorés, charismatique et populaire sans effort, Sarah a maîtrisé l'art d'enrouler nos parents autour de son petit doigt avant même de pouvoir parler en phrases complètes. Je me souviens encore de mon 10e anniversaire, lorsque mes parents ont oublié de venir me chercher à l'entraînement de football parce que Sarah avait un petit récital de ballet. J'ai marché 3 kilomètres sous la pluie pour rentrer à la maison et découvrir qu'ils avaient déjà mangé mon gâteau d'anniversaire sans moi. On t'a gardé une part, a dit ma mère nonchalamment, levant à peine les yeux de l'aide qu'elle apportait à Sarah pour ses devoirs. Sarah avait besoin d'énergie après sa performance, a ajouté mon père. Ne sois pas égoïste, Ar. Ta sœur travaille dur. C'est devenu le thème récurrent de mon enfance. Ar, sois raisonnable. Ar, ne sois pas égoïste. Ar, ta sœur en a plus besoin. À 13 ans, j'ai appris à ne plus m'attendre à l'égalité. Tandis que Sarah recevait un ordinateur portable flambant neuf pour avoir obtenu des baies, je travaillais le week-end à la quincaillerie locale pour économiser pour le mien, malgré des apartous. Quand j'ai finalement économisé assez, mon père a confisqué la moitié de mes gains. Nous t'apprenons la responsabilité financière, a-t-il expliqué. Tu nous remercieras un jour. Ce moment est devenu ma première vraie leçon de finance. Ne leur faites jamais savoir ce que vous avez. J'ai commencé à cacher de l'argent dans des livres évidés et dans la doublure de mes bottes d'hiver. J'ai ouvert un compte bancaire secret avec l'aide du père de mon meilleur ami à l'âge de 16 ans. De petits actes d'indépendance financière qui deviendraient finalement mon salut. Le lycée a continué sur le même schéma. Quand Sarah a accidenté la voiture de mon père, ils lui en ont acheté une nouvelle pour l'aider à reprendre confiance. Quand j'ai eu besoin d'argent pour un voyage scolaire, on m'a dit de travailler plus dur et d'apprécier la valeur d'$1. L'iniquité était flagrante, mais chaque fois que je la mentionnais, le gaslighting commençait. Tu imagines des choses, disait ma mère. Nous vous aimons tous les deux de la même manière. L'approche de mon père était plus directe. Arrête d'être si sensible. Cette mentalité de victime ne te mènera nulle part dans la vie. Le vrai point de rupture est survenu pendant ma dernière année de lycée. J'avais été accepté au MIT avec une bourse partielle, l'école de mes rêves. Au lieu de célébrer, mes parents semblaient agacés. Nous devrions vraiment économiser pour les études de Sarah, a dit mon père au dîner. Elle pourrait ne pas obtenir de bourse comme toi. Le lendemain, j'ai découvert qu'ils avaient emprunté les $5 000 que j'avais économisés pour les frais de scolarité dans le tiroir de ma commode. Confronté, les yeux de ma mère sont devenus froids. La famille est de la famille, Ar. Sarah pourrait en avoir besoin pour ses demandes d'admission à l'université. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait façonner ma vie d'adulte. J'ai fait mes valises, j'ai retiré l'argent de mon compte secret et j'ai emménagé chez la famille de mon ami Jason jusqu'à l'obtention de mon diplôme. Ses parents m'avaient toujours traité avec plus de gentillesse que les miens. L'université est devenue mon évasion. Travaillant à plusieurs emplois support technique sur le campus, codage le week-end pour des startups, stage d'été dans des entreprises de logiciels, j'ai payé mes études sans un sou de mes parents. J'ai limité les contacts à de brefs appels téléphoniques superficiels pendant les vacances. Ils ont à peine remarqué mon absence, consumée par le parcours universitaire dramatique de Sarah,
qui comprenait 3 changements de spécialité et une année supplémentaire en raison de cours échoués. Pendant ces années, j'ai construit quelque chose que ma famille ne m'a jamais donné, le respect de moi-même. J'ai obtenu mon diplôme avec mention et j'ai décroché un emploi dans une start-up technologique à Boston, développant des logiciels de sécurité financière. L'ironie ne m'a pas échappé. Concevoir des systèmes pour protéger les actifs des gens était devenu ma passion après des années à avoir moi-même besoin d'une telle protection. À 24 ans, j'avais atteint le statut de développeur senior, gagnant un salaire substantiel plus des actions. Je vivais frugalement dans un appartement modeste, investissant de manière agressive dans les actions technologiques, la crypto-monnaie et l'immobilier. Chaque mouvement financier était calculé, chaque actif soigneusement documenté et sécurisé. Pendant ce temps, Sarah passait d'un emploi à l'autre, d'un appartement à l'autre et d'une relation à l'autre, constamment renflouée par ses parents. Ils ont réhypothéqué leur maison pour couvrir sa tentative ratée de créer une boutique. Ils ont payé ses dettes de carte de crédit 3 fois. Ils ont financé son voyage, pour se retrouver, en Europe après un autre licenciement. Mon succès aurait dû être la fin de notre histoire. Moi construisant une vie séparée de leur toxicité. Mais à mesure que ma valeur nette augmentait, j'ai remarqué un schéma inquiétant. Mes parents ont soudainement voulu renouer le contact. Les invitations à dîner sont devenues fréquentes. Les questions sur mes investissements sont devenues spécifiques. Les mentions désinvoltes de la loyauté familiale se sont intensifiées. Le sang est plus épais que l'eau, m'a rappelé mon père lors d'un dîner inconfortable. La famille passe toujours en premier à la fin, j'ai hoché la tête et j'ai souri, mais à l'intérieur, les sonnettes d'alarme sonnaient. Les prédateurs qui m'avaient appris à me protéger tournaient à nouveau en rond. À mon 25e anniversaire, ma carrière s'était accélérée au-delà même de mes attentes ambitieuses. Notre start-up, SecureVault, a attiré une attention majeure après avoir développé un algorithme de cryptage innovant que plusieurs institutions bancaires ont adopté. Lorsqu'un géant de la technologie nous a acquis pour 75 millions de dollars, ma part d'action s'est transformée du jour au lendemain de prometteuse à changeant la vie. J'ai réinvesti la plupart de mes gains, diversifiant mes avoirs dans les actions technologiques, l'immobilier et plusieurs startups prometteuses où j'ai servi d'investisseur providentiel. En travaillant avec un conseiller financier fiduciaire, quelqu'un légalement obligé d'agir dans mon meilleur intérêt, j'ai construit un portefeuille conçu pour une croissance et une sécurité à long terme. Mon modeste appartement et ma voiture de 6 ans sont restés inchangés. Les signes extérieurs de richesse étaient des passifs que j'ai choisi d'éviter. En 18 mois, une gestion prudente et plusieurs investissements stratégiques ont poussé ma valeur nette au-delà de la barre des 2 millions de dollars. 6 mois plus tard, elle a dépassé les 2,5 millions. Pour quelqu'un élevé en croyant qu'il devait justifier son existence, la sécurité financière semblait surréaliste. J'ai gardé cette information privée, ou du moins c'est ce que je pensais. Le premier signe de problème est venu lorsque ma mère a appelé, sa voix inhabituellement chaleureuse. « Ah, chérie, ton père et moi pensions à la planification financière familiale. Tu sais, les testaments, les fiducies, ce genre de choses. On devrait vraiment s'asseoir avec nos avocats ensemble. » J'ai poliment décliné. 2 jours plus tard, mon père a envoyé par email des liens vers plusieurs opportunités d'investissement que la famille devrait explorer ensemble. Quand je n'ai pas répondu, Sarah a appelé en larmes à propos de sa dernière crise financière, un avis d'expulsion et des cartes de crédit au maximum. Maman et papa ont dit que tu pouvais aider, a-t-elle reniflé. Ils ont dit que tu avais de l'argent maintenant. C'est là que j'ai réalisé qu'ils savaient. D'une manière ou d'une autre, ils avaient obtenu des informations sur mes finances. La question était de savoir comment. J'ai commencé à enquêter. J'ai changé tous les mots de passe, examiné les historiques de connexion, installé un logiciel de surveillance sur mes comptes. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. De multiples tentatives de connexion à mes comptes d'investissement depuis des appareils inconnus. Une redirection de courrier que je n'avais pas autorisée. Des vérifications de crédit que je n'avais jamais initiées. Le schéma pointait vers une seule conclusion, ma famille tentait systématiquement d'accéder à mes informations financières. La confirmation finale est venue lors d'une visite obligatoire à la maison de mes parents, lorsque je me suis excusé pour aller aux toilettes et que j'ai remarqué le tiroir du bureau de mon père partiellement ouvert. À l'intérieur se trouvait un dossier avec mon nom dessus, contenant des relevés imprimés d'un de mes comptes d'investissement. En retournant au salon, j'ai ressenti un calme étrange remplacer mon choc initial. Mon père a levé les yeux, souriant d'un air bienveillant, ignorant que j'avais vu derrière le masque.
Tout va bien, fiston? Tout va bien, ai-je répondu, formulant déjà un plan. Juste parfait, cette nuit-là, j'ai appelé Jason, mon plus vieil ami, qui était devenu avocat d'affaires. Lors d'un dîner dans un restaurant loin de toute relation familiale, j'ai tout exposé. Ils vont bientôt faire un mouvement, a dit Jason en repoussant son assiette. D'après ce que tu décris, ils préparent quelque chose d'important. Probablement en attendant le bon moment où ils pourront accéder à une part suffisante de tes actifs. Mon anniversaire arrive, ai-je dit, la prise de conscience se faisant jour. Ils insistent pour organiser un dîner chez eux, devenant très insistant à ce sujet, Jason a hoché la tête d'un air sombre. Timing parfait pour eux. Une réunion de famille où ils pourraient te manipuler, peut-être te faire signer quelque chose ou accéder à tes appareils. Que ferais-tu, ai-je demandé. Sa réponse a été immédiate. Protège-toi légalement d'abord et avant tout. Ensuite, décide si tu veux couper complètement les ponts ou, il a fait une pause, une lueur dans ses yeux, point ou tendre un piège qui garantira qu'ils n'essaieront plus jamais. Le lendemain matin, j'ai commencé à mettre en œuvre une stratégie de défense à plusieurs niveaux. D'abord, rencontrer une spécialiste de la sécurité financière de premier plan qui m'a aidé à créer un système élaboré de protection autour de mes actifs réels. Nous déplacerons 95% de vos avoirs dans des structures sécurisées, a-t-elle expliqué. Des fiducies, des sociétés et des comptes protégés qui nécessitent plusieurs facteurs d'authentification et une vérification en personne pour tout transfert important. Deuxièmement, rencontrer un expert comptable judiciaire qui a documenté chaque tentative non autorisée d'accès à mes finances, créant un enregistrement horodaté d'une activité criminelle potentielle. Troisièmement, rencontrer une équipe juridique spécialisée dans les crimes financiers et le droit de la famille. Ils ont préparé des documents pour divers scénarios, y compris des ordonnances de ne pas faire et des accusations criminelles si nécessaire. Enfin, le piège lui-même. Nous avons créé un compte leur contenant exactement 2,5 millions de dollars, de l'argent qui semblait accessible, mais qui était configuré avec des capacités de surveillance et d'enregistrement spéciales. Tout accès serait entièrement documenté, créant une preuve irréfutable de vol. L'argent lui-même était assuré contre le vol par une police spécialisée, garantissant que je pourrais récupérer les fonds tout en portant plainte. Pendant ce temps, la situation financière de Sarah devenait de plus en plus désespérée. Sa dernière entreprise de coaching d'influence en ligne s'est effondrée en quelques mois. Les ressources de mes parents s'amenuisaient après des années à la renflouer. Leur maison, autrefois leur principal atout, était maintenant grevée de plusieurs prêts. Leur compte de retraite avait été partiellement liquidé. Ta sœur traverse une période difficile, a mentionné ma mère lors d'un de ses appels de plus en plus fréquents. Elle a un tel potentiel, mais le monde ne comprend pas les esprits créatifs comme elle. Ça doit être difficile, ai-je répondu d'un ton neutre. La famille doit se serrer les coudes dans les moments difficiles, a-t-elle poursuivi, sa voix prenant cette douceur familière et manipulatrice. Ton père et moi avons fait tout ce que nous pouvions. C'est vraiment à toi maintenant, en tant que son frère, les pièces se mettaient en place exactement comme je l'avais prévu. À l'approche de mon 27e anniversaire, j'ai placé les derniers éléments de ma contre-stratégie. Caméra de sécurité dans mon appartement, dispositif d'enregistrement caché dans mon sac et mes vêtements, un faux carnet de mots de passe contenant les informations d'accès au compte leur, et une documentation complète de tous mes actifs réels sécurisés avec mon équipe juridique. Le piège était tendu. Il ne restait plus qu'à voir s'il mordrait à l'hameçon. À 2 semaines de mon anniversaire, j'ai intensifié mes préparatifs. Le compte leur devait être assez convaincant pour tromper mon père, financièrement avisé, sans éveiller les soupçons. En collaboration avec ma conseillère financière, nous avons construit une empreinte numérique élaborée pour ce compte, des dépôts réguliers de mon salaire, des retraits occasionnels pour des dépenses normales, et un schéma d'investissement similaire à mon portefeuille réel. Il doit ressembler à mon épargne principale, ai-je expliqué lors d'une réunion sécurisée à son bureau. Ils doivent croire que c'est là que j'ai accumulé ma fortune. Elle a hoché la tête, comprenant parfaitement. Nous créerons des relevés d'aspect authentiques et nous assurerons que le portail en ligne semble standard. Mais n'oubliez pas, c'est essentiellement la mise en place d'un pot de miel. Il y a des implications légales. Cela m'a conduit à ma prochaine réunion cruciale avec Jason et son associé juridique, spécialisé dans les crimes financiers. Ce que nous établissons, c'est un environnement contrôlé pour documenter une tentative de vol, a expliqué Jason alors que son associé prenait des notes détaillées. La clé, c'est que vous n'incitez ni n'encouragez une activité illégale. Vous créez simplement une situation où une telle activité,
si elle est déjà planifiée, peut être documentée. L'associé juridique, une femme redoutable nommée Eleanor, a ajouté « Nous devrons être extrêmement prudents dans l'exécution. L'objectif est la protection et la collecte de preuves, pas le piège au sens juridique. » Ensemble, nous avons rédigé des déclarations sous serment documentant mes préoccupations, les tentatives d'accès non autorisées déjà détectées, et mon intention protectrice en créant le système LEUR. Tout a été notarié et classé en toute sécurité, établissant un registre clair de mes actions et de mes motivations. Les aspects techniques ont suivi. Un expert en cybersécurité a installé un logiciel de surveillance spécialisé sur le compte LEUR qui enregistrerait chaque frappe, capture d'écran et action effectuée en cas d'accès. Mon appartement a reçu des caméras discrètes couvrant toutes les entrées et mon bureau à domicile. Mon ordinateur a été sécurisé avec une fausse vulnérabilité qui permettrait l'accès à certains fichiers tout en enregistrant l'intrusion. L'aspect le plus difficile a été de créer le carnet de mots de passe, l'appât qui les mènerait au compte LEUR. Il devait paraître authentique mais négligent, le genre d'erreur de sécurité qu'une personne intelligente pourrait commettre en gérant plusieurs comptes. Les gens ont tendance à créer des schémas avec leurs mots de passe, a conseillé le consultant en sécurité. Créez quelque chose qui ressemble à un système, des variations sur un thème, qui ferait croire à vos parents qu'ils ont découvert votre méthode. J'ai conçu un petit carnet en cuir avec divers mots de passe écrits à l'intérieur, certains barrés et mis à jour, d'autres avec des notes comme « été 2023 » à côté. Les informations d'identification pour le compte LEUR ont été écrites sur la dernière page avec une date récente, donnant l'impression que c'était mes informations actuelles. Alors que ces préparatifs techniques progressaient, le poids émotionnel de ce que je faisais a commencé à se faire sentir. Un soir, assis seul dans mon appartement, entouré de la toile invisible de sécurité et de contre-surveillance que j'avais créée, la pleine réalité de ma situation m'a frappé. Je me préparais méthodiquement à documenter mes propres parents en train de commettre un crime contre moi, une trahison si profonde que notre relation ne s'en remettrait jamais. Malgré tout ce qu'ils avaient fait, une petite partie de moi espérait encore que je me trompais, qu'il existait une explication qui n'était pas enracinée dans la cupidité et le favoritisme, que les parents qui auraient dû me protéger et me soutenir ne prévoyaient pas réellement de voler leur propre fils. J'ai appelé le docteur Abrams, le thérapeute que je voyais depuis le début de la vingtaine, et j'ai programmé une séance d'urgence. Ce que vous décrivez, c'est essentiellement un deuil, a-t-elle dit après que j'ai expliqué la situation. Vous faites le deuil des parents que vous méritiez mais que vous n'avez jamais eus, tout en vous préparant à affronter qui ils sont réellement. Est-ce mal, ai-je demandé. Tendre ce piège au lieu de simplement couper les ponts. Elle a réfléchi attentivement avant de répondre. C'est une question profondément personnelle. Mais je dirais ceci, vous avez passé votre vie à être manipulé et gaslighté par les personnes qui auraient dû être les plus dignes de confiance. Établir une vérité irréfutable pourrait être nécessaire pour votre processus de guérison. Assurez-vous simplement d'être prêt à toutes les issues possibles. L'invitation au dîner d'anniversaire est arrivée par une carte étonnamment formelle de ma mère. La note soigneusement manuscrite soulignait la « réunion de famille » et les « discussions importantes sur notre avenir ». Mon père a appelé le lendemain, insistant pour que je vienne seul. Pas d'amis ou de collègues, juste la famille, a-t-il souligné. Certaines choses doivent rester privées. J'ai accepté avec un enthousiasme étudié, mettant en marche la phase finale. 3 jours avant mon anniversaire, j'ai rendu visite à ma banque et à mes sociétés d'investissement en personne, les alertant d'une activité frauduleuse potentielle et m'assurant que mes vrais comptes avaient des protocoles de sécurité maximum en place. La veille du dîner, j'ai préparé mon sac, ordinateur portable avec surveillance de sécurité activée, le carnet de mots de passe placé dans une poche accessible mais pas évidente, et des dispositifs d'enregistrement déguisés en objets ordinaires. Jason a appelé pour prendre des nouvelles. Tout est prêt? Aussi prêt que je ne le serai jamais, ai-je répondu. Souviens-toi, tu ne fais rien de mal ici, m'a-t-il rassuré. Tu te protèges de gens qui ont prouvé qu'on ne peut pas leur faire confiance. Quoi qu'il arrive demain, ce n'est pas de ta faute. C'est la conséquence de leur choix. J'ai essayé de dormir cette nuit-là, mais je me suis retrouvé à fixer le plafond, rejouant des souvenirs d'enfance. Les innombrables fois où l'on m'avait dit de me sacrifier pour Sarah, la dévalorisation constante de mes réalisations, la manipulation émotionnelle qui avait façonné tant de ma vie. Le matin, mon incertitude s'était durcie en résolution. Je ne serais plus leur victime. Alors que je me préparais à partir pour la maison de mes parents, j'ai vérifié chaque dispositif d'enregistrement et mesure de sécurité une dernière fois. Le piège était tendu.
Il ne restait plus qu'à voir s'ils y tomberaient. Le trajet jusqu'à la maison de banlieue de mes parents semblait surréaliste, comme si je me rendais sur un plateau de tournage plutôt qu'à une réunion de famille. Leur maison, une demeure coloniale avec un aménagement paysager parfait, avait exactement le même aspect que pendant mon enfance. Impressionnante, immaculée et émotionnellement froide. Je me suis garé derrière la Mercedes de mon père, remarquant que l'Audi rouge vive de Sarah était déjà là. La bande était au complet. Ma mère a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper, son visage arrangé en un sourire étudié qui n'atteignait pas ses yeux. « Voilà le garçon d'anniversaire », s'est-elle exclamée en me serrant dans une étreinte raide qui ressemblait plus à une performance qu'à de l'affection. Elle portait un chemisier cher et des perles, comme si mon dîner d'anniversaire était une autre opportunité de réseautage. Le salon avait été mis en scène pour l'occasion. Une bannière, « Joyeux anniversaire », était suspendue au-dessus de la cheminée, semblant étrangement déplacée dans le décor formel. Mon père se tenait près de son bar, versant déjà du scotch dans des verres en cristal. « Ah » a-t-il claironné avec une chaleur inhabituelle. 27 ans. Presque un vrai adulte. Le compliment à double tranchant était typique, minimisant mon âge adulte malgré mon succès professionnel. Sarah était affalée sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Elle a levé les yeux brièvement, offrant un « joyeux anniversaire », distrait avant de retourner à son écran. Elle avait l'air chère mais fatiguée, des vêtements de créateur contrastant avec les cernes sous ses yeux. « Pose ton sac n'importe où », m'a dirigé ma mère en montrant une table d'appoint près du bureau de mon père. Le dîner est presque prêt. J'ai placé mon sac précisément là où indiqué, visible depuis la salle à manger mais accessible depuis le bureau. Le carnet de mots de passe était positionné de manière à ce que son bord dépasse légèrement de la poche extérieure. J'ai transporté mon ordinateur portable dans le salon, le posant sur la table basse avant de m'excuser. « Ça vous dérange si je me rafraîchis avant le dîner ?» ai-je demandé nonchalamment. « Tu sais où est la salle de bain ?» a répondu mon père en me tendant un verre que je n'avais aucune intention de consommer. Dans la salle de bain, j'ai vérifié l'application de surveillance sur mon téléphone. Tous les systèmes actifs. Caméra fonctionnelle. Dispositif d'enregistrement en ligne. J'ai pris une profonde inspiration, étudiant mon reflet dans le miroir. J'avais l'air calme, mais mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes. Cette performance exigeait une exécution parfaite. En retournant au salon, j'ai remarqué que mon sac avait été légèrement déplacé. L'application a confirmé un mouvement dans le bureau pendant mon absence, comme prévu. Mon père avait l'air légèrement rouge, ses yeux évitant les miens alors qu'il devenait soudainement très intéressé par la discussion de la météo. Le dîner s'est déroulé avec une lenteur exaspérante. Ma mère avait préparé mes plats d'enfance préférés dans une tentative transparente de manipulation nostalgique. La conversation est restée superficielle, potin de quartier, équipe sportive, des sujets sur qui ne nécessitaient pas de véritable connexion. Finalement, au moment du dessert, ils ont fait leur mouvement. « Ah » a commencé mon père en faisant tourner son scotch. « On voulait te parler de quelque chose d'important. Tu t'es bien débrouillé, mieux que ce qu'on attendait, honnêtement. » Ma mère a hoché la tête de manière encourageante. « On est si fiers de la façon dont tu as construit ta carrière, surtout de tes récents gains de l'acquisition de l'entreprise. » La précision de ces connaissances des informations que je n'avais jamais partagées avec eux a confirmé mes soupçons sur la manière dont ils avaient minutieusement enquêté sur mes finances. « Merci », ai-je répondu d'un ton neutre en prenant une petite bouchée de gâteau d'anniversaire. « Le fait est, » a poursuivi mon père en se penchant en avant, « que la famille doit se soutenir. Sarah a eu quelques revers récemment. » Sur un signal, Sarah a levé les yeux avec une vulnérabilité étudiée. « Mon associé m'a arnaqué, il m'a laissé avec toutes les dettes de notre entreprise. » Ma mère a pris sa main de manière solidaire. « Ta sœur a un esprit si créatif, mais ses vautours des affaires profitent de sa gentillesse. » La performance synchronisée était impressionnante. Ils avaient clairement répété cette approche. « On a réfléchi, » a insisté mon père, « qu'avec ton expertise financière et ta situation actuelle, tu es dans une position unique pour aider à assurer l'avenir de la famille. » Que aviez-vous exactement en tête, ai-je demandé en maintenant mon expression neutre. Juste un fonds d'investissement familial, a-t-il dit doucement. On met nos ressources en commun, principalement tes actifs actuels, et je les gère au profit de tous. Ta mère et moi vieillissons. Sarah a besoin de stabilité, et toi, eh bien, tu te débrouilles bien tout seul. L'audace était à couper le souffle.
Ils n'essayaient même pas de cacher leur plan de réquisitionner mon argent pour Sarah. Je devrais réfléchir à quelque chose comme ça, ai-je répondu avec précaution. Revoir mes investissements actuels. Regarder les chiffres. Bien sûr, bien sûr. Mon père a hoché la tête en échangeant des regards avec ma mère. Pas de précipitation, juste quelque chose à considérer alors que nous planifions tous l'avenir. La conversation est passée à des sujets plus légers, mais la température dans la pièce avait changé. Je pouvais sentir leur anticipation. Ils croyaient que la graine avait été plantée, que j'envisageais leur proposition. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà documenté leur accès non autorisé à mon sac pendant le dîner grâce au flux de caméras cachées. Après le dessert, j'ai fait semblant de vérifier ma montre. Je devrais probablement y aller bientôt. Réunion matinale demain. Déjà ? A protesté faiblement ma mère. C'est ton anniversaire. Le devoir m'appelle, ai-je haussé les épaules. Mais merci pour le dîner. C'était instructif. J'ai rassemblé mes affaires, notant que le carnet de mots de passe avait été remis dans mon sac, légèrement repositionné, examiné et remplacé par des voleurs amateurs qui se croyaient malins. Le piège était amorcé. Il ne me restait plus qu'à attendre. On reparlera bientôt du fonds familial, a appelé mon père alors que je me dirigeais vers ma voiture. Pense à ce qui est vraiment important dans la vie, Ar. En rentrant chez moi, j'ai appelé Jason depuis ma ligne sécurisée. Phase interminée. Ils ont mordu à l'hameçon, ont accédé à mon sac exactement comme prévu. Maintenant, on attend. La période d'attente a été plus courte que même je ne l'avais prévu. Le lendemain matin, à 7h14 précise, mon téléphone a explosé d'alertes de sécurité automatisées. Plusieurs systèmes confirmant le même événement, accès aux informations d'identification du compte leur. Transfert de fonds initié. 2,5 millions de dollars, le solde exact, transféré vers un compte offshore hâtivement établi au nom de ma sœur. Le service de lutte contre la fraude de la banque a appelé ensuite, suivant les protocoles que nous avions établis. Oui, ai-je confirmé, c'était un accès non autorisé. Oui, je voulais poursuivre toutes les voies de recours légales disponibles. Non, je ne savais pas qui aurait pu faire ça, une tromperie nécessaire jusqu'à ce que toutes les preuves soient correctement documentées. Malgré ma préparation, la confirmation de leur trahison m'a frappé avec une force inattendue. Je me suis assis sur le bord de mon lit, le téléphone à la main, regardant les alertes en temps réel documenter le vol de mes parents. Les détails cliniques, adresse IP, horodatage, numéro de compte ont en quelque sorte rendu la trahison plus profonde. Ce n'était pas une explosion émotionnelle ou une faiblesse momentanée. C'était un vol calculé, prémédité, de leur propre fils. Jason est arrivé dans l'heure, apportant du café et une détermination sombre. Tout s'enregistre exactement comme prévu, a-t-il confirmé, examinant les données entrantes sur son ordinateur portable sécurisé. Les transferts, l'accès au compte, tout. On les tient, j'ai hoché la tête, un vide étrange remplaçant mon anxiété antérieure. Alors, et maintenant ? Maintenant, a-t-il dit en fermant son ordinateur portable, on passe à la phase 2. La confrontation. Es-tu prêt ? Je ne l'étais pas vraiment, mais j'étais allé trop loin pour m'arrêter maintenant. Finissons en, je suis arrivé sans prévenir à la maison de mes parents juste avant midi. Leur allée contenait leurs 2 voitures, plus celle de Sarah. Une célébration familiale en cours, sans aucun doute. Je me suis garé dans la rue et je me suis approché lentement, chaque pas semblant se faire dans de l'eau profonde. Jason attendait dans sa voiture au coin de la rue, assez près pour intervenir si nécessaire, mais me laissant de l'espace pour gérer cela personnellement. Mes dispositifs d'enregistrement étaient actifs, documentant ce qui serait probablement la dernière conversation avec ma famille. Plutôt que de sonner, j'ai utilisé ma vieille clé, une dernière utilisation symbolique de l'accès qu'il m'avait donné. Le son des rires m'a guidé vers la cuisine où je les ai trouvés rassemblés autour de l'îlot, des flûtes de champagne à la main. Sarah faisait défiler des annonces immobilières de luxe sur sa tablette. Oh mon Dieu, a-t-elle haleté en apparaissant dans l'embrasure de la porte. Ah, qu'est-ce que tu fais ici ? Le visage de mon père est passé rapidement du choc à une inquiétude étudiée. Fiston, on ne t'attendait pas. Tout va bien ? Je pense que tu sais que non, ai-je répondu d'un ton égal, restant dans l'embrasure de la porte. Ma banque a appelé ce matin. 2,5 millions de dollars ont été transférés de mon compte sans mon autorisation, la pièce est tombée dans le silence.
Ma mère s'est reprise la première, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. Oh, ah, c'est terrible. As-tu appelé la police? Ont-ils des pistes? La performance aurait été impressionnante si je n'avais pas observé l'expression de mon père, le léger tic au coin de sa bouche, le regard calculateur derrière ses yeux. C'est pour ça que je suis là, ai-je poursuivi. Le transfert a été tracé jusqu'à une adresse IP enregistrée à cette maison, et le compte de réception est au nom de Sarah. La flûte de champagne de Sarah s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Quoi? C'est insensé. Je ne sais rien à ce sujet. Vous trois, ai-je interrompu, ma voix restant calme malgré le tonnerre dans ma poitrine, avez accédé à mon compte en utilisant des informations que vous avez volées de mon sac pendant le dîner d'anniversaire hier. Je sais exactement ce qui s'est passé, mon père a abandonné son air inquiet, son visage se durcissant. Tu dois te calmer et réfléchir attentivement à ce dont tu nous accuses. C'est ta famille à qui tu parles. Est-ce bien le cas, ai-je simplement demandé, parce que la famille ne se vole pas, la famille ne complote pas pour vider les économies de toute une vie de quelqu'un. Tu ne comprends pas les pressions auxquelles nous sommes soumis, a interjeté ma mère, sa voix prenant ce ton familier de martyr. Ta sœur a besoin de... Ma sœur a besoin de grandir, ai-je coupé. Et vous deux, vous devez expliquer pourquoi vous avez jugé acceptable de voler 2,5 millions de dollars à votre fils. Le prétexte s'est complètement effondré alors. Le visage de mon père a rougi de colère et d'indignation. Cet argent devrait soutenir cette famille, pas rester dans tes comptes pendant que tu le gardes comme un dragon, a-t-il craché. On t'a élevé, nourri, habillé. Point et vous vous êtes assuré que je savais que j'étais moins important que Sarah, chaque jour, ai-je terminé pour lui. Vous avez fait le strict minimum requis par la loi, puis vous m'avez mis à la porte à 18 ans et m'avez dit de me débrouiller, ce que j'ai fait avec succès. Oh, s'il te plaît, a roulé des yeux Sarah de manière dramatique. Voilà encore l'histoire de la victime. Pauvre A, si négligée tout en obtenant des appartous, des scores parfaits au SAT et des emplois de haute technologie, ma mère a hoché la tête en signe d'accord. Tu as toujours été capable de prendre soin de toi. Sarah a besoin de soutien. Elle a une intelligence différente, plus créative, plus fragile. Donc ça justifie le vol? Ai-je demandé, incrédule. Mon père a frappé sa main sur le comptoir. Ce n'est pas du vol quand c'est la famille qui rééquilibre les ressources. Ta sœur mérite une chance de stabilité. Grâce à ton argent, elle aura enfin la base dont elle a besoin pour son avenir. Tu l'aurais juste gaspillé de toute façon, a ajouté ma mère avec dédain. Un autre investissement sans âme ou une start-up technologique. Sarah l'utilisera pour construire quelque chose de significatif, leur justification était exactement comme je l'avais prévu, la même logique tordue qui avait défini mon enfance. Sarah méritait tout, je ne méritais rien. Mon succès était en quelque sorte un défaut de caractère, ses échecs répétaient des signes de sensibilité particulière. Je vais porter plainte, ai-je déclaré calmement. L'accès non autorisé, l'usurpation d'identité, la fraude électronique, tout ça. Vous risquez de graves accusations fédérales, leurs expressions sont passées de l'indignation vertueuse à l'alarme. Tu n'oserais pas, a chuchoté ma mère. On était parents. Vous êtes des voleurs qui se trouvent être biologiquement liés à moi, ai-je corrigé. Et oui, j'oserais absolument, le visage de mon père s'est assombri de rage. Si tu poursuis ça, tu n'es plus notre fils. Tu seras mort pour cette famille. Est-ce ce que tu veux? Détruire ta famille pour de l'argent, la question flottait dans l'air entre nous. À ce moment-là, en regardant les trois personnes qui auraient dû m'aimer inconditionnellement, mais qui ne me voyaient que comme une ressource à exploiter, j'ai ressenti un sentiment inattendu de clarté. On ne peut pas détruire ce qui n'a jamais vraiment existé, ai-je répondu doucement. Une vraie famille est bâtie sur l'amour, le respect et la confiance. On n'a jamais eu ça. Si dramatique, a reniflé Sarah. Toujours à tout ramener à tes sentiments, je me suis tourné vers la porte, ne m'arrêtant que pour lancer ma dernière pique. Vous devriez peut-être attendre avant de dépenser cet argent. Les choses ne sont pas tout à fait ce qu'elles semblent être. Sans m'expliquer, je suis sorti, ignorant leurs appels confus derrière moi. Dans la voiture, Jason attendait des nouvelles. Comment ça s'est passé? Exactement comme prévu, ai-je répondu, un calme étrange s'installant sur moi. Ils ont tout avoué. Pas de remords, que de la justification. Ils pensent avoir gagné, Jason a hoché la tête d'un air sombre. Alors il est temps de passer à la phase 3. En partant,
mon téléphone a commencé à vibrer de messages de tous les trois, allant d'accusations en colère à des tentatives soudaines de réconciliation. J'ai coupé les notifications. Leurs mots n'avaient plus d'importance. Seules leurs actions, entièrement documentées et légalement exploitables, parleraient désormais. La machine judiciaire s'est mise en marche avec une efficacité impressionnante une fois activée. Dans les 24 heures qui ont suivi ma confrontation avec ma famille, une réponse coordonnée a commencé à se dérouler. D'abord, le gel du compte offshore où ils avaient transféré l'argent. Mon équipe financière avait anticipé ce scénario exact, travaillant avec les autorités bancaires pour établir des protocoles de surveillance. Au moment où le transfert non autorisé a été détecté, des blocages automatiques ont été placés sur le compte de réception. L'argent n'allait nulle part. Ensuite, la plainte pénale officielle. Un document détaillé préparé par l'équipe de GSON exposant de multiples infractions fédérales, fraude électronique, usurpation d'identité, accès d'informatique non autorisé et complot. Le dossier de preuves qui l'accompagnait était dévastateur, vidéo haute définition de mes parents accédant à mon sac, horodatage correspondant aux tentatives de connexion au compte, enregistrement d'adresse IP et enregistrements audio complets de leurs aveux lors de notre confrontation. C'est l'un des cas de fraude financière familiale les plus minutieusement documentés que j'ai jamais vus, a commenté le procureur fédéral chargé de l'affaire après avoir examiné nos documents. Ils ne se sont vraiment laissé aucune marge de manœuvre. Pendant que l'enquête criminelle se poursuivait, nous avons simultanément intenté des actions civiles, des poursuites pour le montant total plus des dommages-intérêts punitifs, des ordonnances de ne pas faire les empêchant de me contacter et des requêtes pour récupérer les frais de justice. L'approche à plusieurs volets garantissait que même s'ils évitaient d'une manière ou d'une autre les sanctions pénales, les conséquences financières et civiles seraient inéluctables. Les notifications de ces actions ont été livrées à la maison de mes parents un mardi matin, une épaisse pile de documents juridiques qui exposaient en détail les conséquences de leurs actions. Je n'étais pas présent pour la livraison, mais le système de sécurité de leur maison a capturé leur réaction. Ma mère s'effondrant sur une chaise, mon père appelant frénétiquement leur avocat, Sarah hurlant des accusations de trahison familiale sans reconnaître l'ironie. Leur réponse a été rapide et prévisible. D'abord, les messages vocaux en colère. Comment oses-tu faire ça à ta propre famille? La voix de ma mère tremblait d'indignation. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Puis les menaces. Tu n'as aucune idée de qui tu as en face de toi, a grogné mon père. J'ai des relations que tu ne peux pas imaginer. Laisse tomber ça maintenant ou tu le regretteras pour toujours. Enfin, alors que la réalité s'installait, les tentatives désespérées de manipulation. Ah, mon chéri, la voix de ma mère artificiellement adoucie. Il y a eu un terrible malentendu. On essayait juste d'aider à gérer ton argent comme une surprise. S'il te plaît, appelle-nous pour qu'on puisse t'expliquer. J'ai transmis chaque message à notre équipe juridique sans répondre. Chaque menace, chaque mensonge, chaque tentative de manipulation ne faisait que renforcer notre dossier. 3 jours après avoir reçu les avis juridiques, leur avocat a demandé une réunion. Pas une conférence de règlement ou de négociation, il n'avait pas encore assez de poids pour cela, mais une discussion familiale, avec des représentants légaux présents. J'ai accepté à des conditions spécifiques, lieu neutre, enregistrement complet et toute l'équipe de GSON présente. La réunion a été fixée pour le lundi suivant dans la salle de conférence du cabinet de GSON. Je suis arrivé tôt, passant en revue notre stratégie une dernière fois. Souviens-toi, a conseillé GSON, ils viennent ici en pensant qu'ils ont encore des cartes à jouer. Laisse-les le croire brièvement. Plus ils en diront, plus notre position sera forte. Mes parents et Sarah sont arrivés avec leur avocat, un homme plus âgé avec un costume cher et une expression harassée. Il n'avait clairement pas prévu le niveau de preuves amassées contre ses clients. Ma famille est entrée avec des expressions étudiées de dignité blessée, comme s'ils étaient les victimes dans ce scénario. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer, a commencé leur avocat diplomatiquement. Mes clients espèrent que nous pourrons résoudre cette malheureuse affaire de famille en privé. GSON a souri finement. Nous sommes disposés à écouter votre proposition. Mon père s'est penché en avant, la confiance toujours intacte d'une manière ou d'une autre. Ah, ça a assez duré. Tu as fait valoir ton point de vue. On comprend que tu sois contrarié, mais détruire la famille pour un malentendu, c'est extrême. Malentendu, ai-je répété. Vous avez admis sur enregistrement que vous avez délibérément volé ce que vous pensiez être les économies de ma vie pour les donner à Sarah. On allait te rembourser éventuellement, a interjeté ma mère.
C'était plus un prêt familial. Leur avocat a visiblement grimacé à cet aveu. Un prêt nécessite un consentement, a souligné Jason. Vous avez accédé à ces comptes en utilisant des informations d'identification volées. Ce n'est pas un prêt. C'est du vol. Sarah, inhabituellement silencieuse jusqu'à présent, a soudainement parlé. C'est tellement typique de toi, Har. Toujours si technique et littéral. C'est de l'argent, juste de l'argent stupide. La famille est censée partager. Je suis d'accord, ai-je répondu calmement. La famille devrait partager. Partager le respect. Partager l'amour. Partager le soutien. Vous n'avez jamais partagé aucune de ces choses avec moi. La façade de confiance de mon père a commencé à se fissurer. Que veux-tu, ah? De l'argent? Très bien. On te rendra les fonds. Est-ce que ça te suffit? En fait, a interjeté Jason, faisant glisser un document sur la table. Nous avons bien dépassé le simple remboursement. Ceci expose les conditions minimales que nous sommes prêts à accepter. Leur avocat a pris le document, le parcourant rapidement. Son expression est passée de la neutralité professionnelle à l'alarme. C'est extrêmement punitif, a-t-il réussi à dire. C'est en fait assez clément, a rétorqué Jason. Compte tenu des preuves, nous pourrions poursuivre des peines pénales maximales qui entraîneraient une peine de prison substantielle pour tous les trois. Au lieu de cela, nous offrons une alternative. Mon père a arraché le document, son visage s'assombrissant en le lisant. C'est de l'extorsion. Non, ai-je dit fermement. C'est une conséquence. Pour une fois dans votre vie, vous faites face aux résultats de vos actions. Les conditions étaient strictes mais justes, restitution intégrale des fonds volés, plus une pénalité de 30% pour couvrir les frais de justice et les dommages-intérêts, des aveux de culpabilité signés, des accords juridiquement contraignants de ne plus jamais me contacter, et des excuses publiques reconnaissant ce qu'ils avaient fait. L'alternative, a expliqué froidement Jason, est que nous continuions avec les accusations criminelles et les poursuites civiles sur la base des preuves. La condamnation est pratiquement certaine. Les peines minimales pour les charges impliquées seraient de 7 à 10 ans. De plus, les dommages-intérêts civils dépasseraient probablement 5 millions de dollars, la couleur a quitté le visage de ma mère. La prison? Tu enverrais tes propres parents en prison. Je n'envoie personne nulle part, ai-je précisé. Vous avez commis des crimes fédéraux. Le système judiciaire décide des conséquences, pas moi. Mais tu pourrais abandonner les charges, a insisté Sarah. Si tu le voulais vraiment. Je le pourrais, ai-je reconnu. Mais je ne le ferai pas à moins que vous n'acceptiez ces conditions, mon père m'a fusillé du regard avec une haine pure. J'ai toujours su que tu étais froid, mais ça. C'est inhumain. Ce qui est inhumain, ai-je rétorqué, c'est d'abuser émotionnellement de son enfant pendant des décennies, puis de voler les économies de sa vie sans remords. Ce qui est inhumain, c'est d'élever quelqu'un en croyant qu'il est sans valeur par rapport à son frère ou sa sœur. Ce qui est inhumain, c'est de traiter son fils comme un distributeur de billets plutôt que comme une personne. La pièce est tombée dans le silence. Leur avocat s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Je crois que nous devrions discuter de ces conditions en privé, a-t-il suggéré à mes parents. Une dernière chose, ai-je ajouté alors qu'ils se préparaient à partir pour leur discussion. Vous devriez savoir que les 2,5 millions que vous avez volés n'étaient pas mon argent réel, ma mère s'est figée. Que veux-tu dire? C'était un compte-leur. Un piège tendu spécifiquement parce que j'avais anticipé exactement ce que vous avez fait. Mes actifs réels sont beaucoup plus importants et complètement sécurisés. Vous avez volé d'un compte que j'ai créé spécifiquement pour vous prendre en flagrant délit, le choc sur leur visage valait presque tout ce que j'avais enduré. La prise de conscience que je les avais déjoués, que j'avais prédit leur trahison avec une telle précision que je pouvais tendre un piège élaboré, a brisé leur perception de moi comme le fils naïf et facilement manipulable. Tu nous as piégés, a chuchoté mon père. Non, les jeux corrigés. Je vous ai donné l'occasion de prouver quel genre de personne vous êtes vraiment. Et vous l'avez fait, ils sont partis pour consulter en privé, revenant 30 minutes plus tard avec des expressions défaites. Leur avocat a parlé pour eux. Mes clients sont prêts à accepter vos conditions, avec des modifications mineures au calendrier de paiement. Jason et moi avons échangé un regard. On peut travailler avec ça, les documents ont été signés cet après-midi-là. Chaque aveu, chaque pénalité, chaque condition, reconnaissant la rupture permanente de notre relation. Alors qu'il signait,
je n'ai ressenti aucun triomphe, seulement une profonde tristesse pour ce qui aurait dû être, mais n'a jamais été. Alors qu'il se préparait à partir, ma mère a fait une dernière tentative de manipulation émotionnelle. « J'espère qu'un jour tu trouveras dans ton cœur de nous pardonner », a-t-elle dit en larmes. « On est toujours ta famille », je l'ai regardé directement, voyant clairement pour peut-être la première fois de ma vie. « Non, vous ne l'êtes pas, vous êtes des gens qui m'ont appris exactement ce que la famille ne devrait pas être. Et pour cette leçon douloureuse, je suppose que je devrais vous remercier. » Ils sont partis sans autre commentaire. Le piège s'était refermé, les conséquences livrées, la relation terminée. J'avais gagné, mais la victoire semblait creuse au lendemain d'une trahison aussi complète. Les suites juridiques se sont déroulées comme prévu. Mes parents ont rendu l'argent avec des pénalités comme convenu, liquidant plusieurs actifs pour respecter le calendrier de paiement. Les aveux de culpabilité signés ont été déposés auprès du tribunal. Les accords de non-contact ont été enregistrés dans plusieurs juridictions. Leurs excuses publiques sont parues dans le journal local, un petit paragraphe reconnaissant des « actions financières inappropriées » contre notre fils, que je doute qu'ils aient réellement écrit ou pensé. La résolution juridique étant complète, j'ai dû faire face à la tâche plus difficile de la guérison émotionnelle. Le sentiment de justification que j'avais anticipé a cédé la place à une réalité plus complexe, un mélange de soulagement, de chagrin et de vide inattendu. J'avais rompu mon dernier lien avec le concept de famille avec lequel j'avais grandi, aussi dysfonctionnel soit-il. Le docteur Abrams m'a aidé à naviguer sur ce terrain inconnu. Ce que vous vivez, c'est une perte ambiguë, a-t-elle expliqué lors de nos séances. Vous avez perdu la possibilité de la relation que vous méritiez tout en étant libéré de celle, nuisible, que vous aviez. Les premiers mois ont été les plus difficiles. Malgré leur trahison, des décennies de conditionnement avaient laissé de profondes marques dans ma psyché. Je me surprenais à me demander comment ils allaient, imaginant même des conversations dans ma tête. Rompre l'habitude de chercher l'approbation de personnes qui ne l'avaient jamais vraiment donnée était étonnamment difficile. Jason et sa femme sont devenus mes ancres pendant cette période, m'incluant dans les dîners de famille et les célébrations de vacances. Leurs enfants m'appelaient « oncle Art », me montrant plus d'affection sincère que ma famille biologique ne l'avait jamais fait. D'autres amis se sont également manifestés, créant un cercle de famille choisi qui a progressivement comblé le vide. 6 mois après la confrontation, j'ai pris une décision qui allait façonner le prochain chapitre de ma vie. En collaboration avec des conseillers financiers et juridiques, j'ai créé la Fondation Autonomie, une organisation à but non lucratif dédiée à aider les jeunes adultes à échapper à des situations familiales financièrement abusives. La Fondation offrait un logement d'urgence, une aide juridique, une éducation financière et une thérapie pour les personnes dans des situations similaires à la mienne. Je veux transformer cette expérience douloureuse en quelque chose de constructif, ai-je expliqué lors de la première réunion du conseil d'administration de la Fondation. Il y a des milliers de jeunes piégés dans des dynamiques familiales exploitantes qui n'ont pas les ressources ou les connaissances pour se protéger. Le travail de la Fondation est devenu ma passion, parallèlement à mon rôle continu dans la sécurité technologique. Ironiquement, les systèmes que j'avais conçus pour me protéger de ma famille ont évolué en solutions d'entreprise, aidant d'autres à sécuriser leurs actifs contre diverses menaces. Mon traumatisme personnel s'était transformé en une expertise professionnelle qui profitait à des milliers de personnes. À l'approche du premier anniversaire de la confrontation, j'ai réalisé à quel point ma vie avait profondément changé. L'anxiété constante que j'avais portée depuis l'enfance, l'hypervigilance développée en réponse à ne jamais savoir quand je serais manipulé ou exploité, s'était progressivement estompée. À sa place, une confiance stable dans mon propre jugement et mes propres limites a grandi. J'ai déménagé dans une nouvelle maison, une maison confortable avec un jardin et de l'espace pour que les amis se réunissent. Contrairement à la maison d'apparat de mes parents conçue pour impressionner les autres, la mienne était construite autour du confort et de la connexion sincère. Les dîners et les soirées-jeux que j'organisais remplissaient les pièces de rire et de conversation, l'atmosphère familiale chaleureuse que j'avais toujours désirée. Ma relation avec l'argent s'est également transformée. Bien que le maintien de la sécurité financière soit resté important, j'ai cessé de considérer la richesse principalement comme une protection contre la trahison. J'ai commencé à profiter des expériences plutôt que de simplement accumuler des actifs, voyageant, poursuivant des passe-temps et trouvant de la joie dans le présent plutôt que de me préparer constamment aux menaces. Le changement le plus significatif a peut-être été la façon dont je voyais les relations. L'hyperindépendance qui m'avait protégé de l'exploitation s'est progressivement adoucie, me permettant d'être vulnérable avec des personnes qui avaient gagné ma confiance. J'ai commencé à sortir plus ouvertement,
ne sélectionnant plus les partenaires potentiels principalement pour des signes qu'ils pourraient profiter de moi financièrement. Le jour de mon 28e anniversaire, exactement un an après que le piège se soit refermé, j'ai rassemblé mes amis les plus proches pour une célébration qui ressemblait à une renaissance. Il n'y avait pas de politesse forcée ni d'agenda caché, juste une connexion et une affection sincère. Je veux vous remercier tous, ai-je dit alors que nous levions nos verres pour un toast. Cette dernière année m'a appris que la famille ne se résume pas à l'ADN ou à l'obligation. C'est le respect, la confiance et le fait d'être là les uns pour les autres de manière constante. Vous m'avez montré à quoi ressemble une vraie famille. Parfois, j'entendais des bribes sur ma famille biologique par des connaissances communes. Mes parents avaient considérablement réduit leur train de vie, leur statut social diminué par des contraintes financières et des rumeurs chuchotées sur leur disgrâce. Sarah avait apparemment trouvé un petit ami riche dont les ressources remplaçaient ce qu'elle avait perdu lorsque mon piège s'était refermé. Ces mises à jour déclenchaient de moins en moins d'émotions à chaque fois, leur vie ressemblant de plus en plus à une histoire d'étranger plutôt qu'à ma propre histoire. Les leçons de ce chapitre douloureux sont restées avec moi quotidiennement. J'ai appris que faire confiance à ses instincts n'est pas de la paranoïa lorsque ces instincts ont été affinés par de véritables menaces. J'ai découvert que se protéger n'est pas égoïste, c'est nécessaire avant de pouvoir vraiment aider les autres. Plus important encore, j'ai réalisé que le pardon n'exige pas la réconciliation. Je pouvais libérer ma colère sans permettre aux personnes toxiques de revenir dans ma vie. Mon thérapeute a appelé cela le « pardon pour sa propre paix », pas pour leur absolution. Cela signifiait reconnaître ce qui s'était passé, ressentir pleinement les émotions, puis choisir d'avancer sans être accablé par un ressentiment continu. Non pas parce qu'il méritait le pardon, mais parce que je méritais la liberté. Le piège que j'ai tendu à mes parents a finalement attrapé quelque chose d'inattendu. Il a attrapé les schémas du passé qui m'avaient tenu captif pendant des décennies. En affrontant la vérité sur ma famille, je me suis libéré pour construire la vie et les relations que je méritais vraiment. Si vous regardez ceci et que vous luttez avec des dynamiques familiales qui semblent exploitantes ou manipulatrices, sachez que vous n'êtes pas seul. Faites confiance à vos instincts. Établissez des limites claires. Et souvenez-vous que la vraie famille, qu'elle soit biologique ou choisie, devrait vous élever, pas vous démolir. Avez-vous déjà eu à fixer des limites avec des membres de votre famille toxique? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il n'est pas seul dans ses luttes. Merci d'avoir écouté mon parcours de la trahison à la liberté. N'oubliez pas, parfois la famille la plus importante est celle que nous nous construisons.